C'est le même thème, c'est comment créer les conditions pour la libération du président Laurent Gbagbo et pour la reconquête du pouvoir du pays. Téléspectateurs amis du web, bonsoir. Encore une fois de plus, nous sommes à un numéro d'Objectif Direct spécial, compte tenu de l'actualité bien sûr. Et l'actualité aujourd'hui, elle est ivoirienne. Sur ce plateau d'Objectif Direct pour cette émission donc spéciale qui se déroule dans un centre feutré de Paris, nous avons Madame Agnès Monet. Madame, bonsoir. Bonsoir frère. Armand Iré. Merci beaucoup d'avoir retenu mon nom. Merci. En 20-25 minutes, dans un objectif très direct, nous allons savoir votre actualité et commenter ensemble avec vous l'actualité. La carte de visite de Madame Agnès Monet aujourd'hui. La carte de visite, bon, c'est Madame Monet Agnès, docteur S-Lettres, enseignant-chercheur à l'École normale supérieure, ex-directrice générale de l'Agence ivoirienne de coopération francophone, ex-maire de la commune d'Agou, ex-directeur de cabinet du ministre Amaningue Saint-Michel. Vous n'avez rien oublié, là? Évidemment, secrétaire général et porte-parole du Front populaire ivoirien. D'accord, le temps hier. Donc, on est en plein dans le Front populaire ivoirien, qui est donc le parti de Laurent Gbagbo, c'est ça? Tout à fait, fondé par Laurent Gbagbo. Aujourd'hui, vous êtes en France. Qu'est-ce qui vous emmène réellement ici, dans la capitale française? Très bien. Alors, mon escale en France, c'est vraiment à titre privé, parce que là, je viens de New York, où j'ai pris part au nom du Front populaire ivoirien à la 59e session de la Commission de la condition de la femme des Nations Unies, donc à la faveur de la Journée internationale de la femme. Il y a eu cette grande réunion-là des 189 pays membres donc, des Nations Unies pour faire le bilan de Beijing plus 20. Voilà, les acquis, les défis, les perspectives. D'accord. Vous êtes donc dans la délégation gouvernementale au nom du Front populaire ivoirien? Oui, enfin, on dit plutôt délégation pays. Parce que pour que tout le monde puisse participer, de plus en plus les Nations Unies favorisent ce qu'ils appellent la délégation pays. C'est-à-dire effectivement cette délégation est conduite par la ministre Anne-Désirée Ouloto, ministre de la solidarité, de la famille, de la femme et de l'enfant. Mais vous avez des ONG, etc., la société civile, etc. Et donc moi j'y étais en tant que personnalité politique au nom de mon parti. Madame la secrétaire générale, on préfère vous appeler comme ça. Il y a des problèmes au Front populaire ivoirien. Deux tendances aujourd'hui. Vous êtes la secrétaire générale d'une tendance dirigée par le président Pascal Affi-N'Guessan. Il y a une autre tendance dirigée par le président Abdourahmane Sangaré. Qu'est-ce qui se passe réellement au FPI qu'on peut retenir aujourd'hui exactement? Bon, moi je ne dirais pas d'ailleurs qu'il y a deux tendances. Hein. Il y a une seule tendance. Il y a un seul Front populaire ivoirien, à savoir le Front populaire ivoirien de Pascal Affi-N'Guessan, le Front populaire ivoirien dont le président est le camarade Pascal Affi-N'Guessan. Ce que je puis dire. Ce qui se passe, malheureusement, depuis un certain nombre de mois, il y a effectivement une crise, il faut le dire, une crise interne au Front populaire ivoirien que nous analysons comme une crise de positionnement. C'est vrai que c'est regrettable et tout, nous n'avons pas besoin de cela, mais en même temps nous disons aussi que la crise qui nous a frappés, la crise post-électorale s'entend, est certainement aussi, comment dire, une des causes de cette crise que nous vivons. C'est quoi la crise? Quels sont les éléments de cette crise? Qu'est-ce qui l'a exacerbé? Quelle est son origine? De quoi, en un mot, les téléspectateurs veulent connaître les faits concernant cette crise. Très bien. Alors, nous pensons que c'est parce que, à cause de la crise post-électorale, toute la direction du Front populaire ivoirien s'est retrouvée en prison, d'autres camarades en exil, etc. Une direction intérimaire s'est mise en place pour continuer, n'est-ce pas, la lutte. Et après 2 ans et demi d'incarcération, le camarade Pascal Affi-N'Guessan a repris donc, disons, les rênes du parti. Mais déjà, il y avait des velléités, n'est-ce pas, de remplacer. Ça avait été tenté par le vice-président à l'époque, le camarade Koulibaly Mamadou, mais effectivement, il a eu une velléité d'organiser déjà
un congrès pendant que les camarades étaient en prison, mais avec l'opposition de la base finalement, on a dû, en lieu et place d'un congrès qui avait été projeté, organiser donc une convention. Et après, quand Afi est sorti, même là, pour qu'il reprenne sa place au sein du Front populaire ivoirien, il y a eu quelques grincements dedans. Je vous le dis comme ça en passant, que les camarades ont prétexté de ce qu'il était sous, comment dire ça, liberté provisoire et qu'en tout cas, est-ce qu'il ne pouvait vraiment diriger le Front populaire ivoirien. Bon, finalement, il a retrouvé donc son fauteuil de président statutaire du Front populaire ivoirien, mais à partir de ce moment-là, il y a eu quand même des dysfonctionnements. Il y a eu des dysfonctionnements en ce sens que le secrétariat général qui était là, ce n'était pas son initiative, etc. Et donc, face à ces dysfonctionnements-là, il a dû effectivement procéder. Il a procédé à un réaménagement technique, évidemment, qui a été la goutte d'eau qui a fait déborder voilà, le vase. Et donc vous êtes arrivé à un point de non-retour jusqu'à assister à 2 factions aujourd'hui, dans un même parti. En tout cas, dans un premier temps, on peut considérer que c'est un point de non-retour, mais nous pensons qu'on ne peut pas le dire, que le Front populaire ivoirien saura rebondir, que nous allons pouvoir cibler ce qui fait l'essentiel aujourd'hui. Nous ne devons pas nous tromper, n'est-ce pas, d'adversaire, parce que notre unique adversaire, c'est celui-là qui a fait la source de notre malheur, celui-là qui a ravi le pouvoir au président Laurent Gbagbo, et c'est celui-là vraiment qui est notre unique adversaire. Et nous devons nous mettre ensemble avec la majorité des Ivoiriens pour que les choses changent. Et voilà. Madame la SG, on va juste... Je voudrais dire aux téléspectateurs que nous n'allons pas vraiment nous attarder sur la crise au FPI, mais pour avoir des éléments de réponse quand même pour conforter la position des uns et des autres. Vous évoquez tout à l'heure éventuellement cette question de crise qui, éventuellement, selon les infos que nous avons reçues, devait être réglée par un congrès. Un congrès où on annonce la candidature de Laurent Gbagbo qui est emprisonné au centre de pénitentiaire de Chironi-Nguyen à La Haye, donc pour le compte de la Cour pénale internationale. Est-ce que vous, en tant que secrétaire général aujourd'hui de l'une des factions du FPI, ou du FPI si vous voulez, pour vous mettre à l'aise, est-ce que Laurent Gbagbo est candidat? Laurent Gbagbo n'a pas fait acte de candidature. Cela était une proposition de candidature. Mais il a donc, c'est vous qui le dites. Nous n'avons pas la preuve que Laurent Gbagbo... Amon Aboma qui a confirmé que Laurent Gbagbo est candidat. Je vous dis que c'est un acte de candidature. Je dis un acte de... C'est une proposition de candidature faite par quelques fédéraux. Et justement, il y a un dossier qui est constitué, n'est-ce pas? Entre autres, il y a la demande manuscrite de candidature, il y a également l'appartenance à un comité central, etc. Donc, non, le président Gbagbo n'a pas fait acte de candidature. Donc, il n'est pas candidat au congrès du FPI? Il n'est pas candidat au congrès du Front populaire ivoirien. Nous disons que le président Laurent Gbagbo est notre père à tous et que là où il est, ce qu'il attend de nous, c'est que nous puissions nous rassembler pour trouver les stratégies pour sa libération de la CPI. Parce que nous savons tous qu'il est un otage de la CPI. Vous l'avez vu pendant votre séjour ici? Non, je suis ici, je ne peux pas le voir puisque le président... Vous êtes en Europe? Oui, mais je suis arrivé il y a 2 jours. Et vous savez très bien qu'on ne va pas rendre... Le on pense qu'il le verra, pourquoi pas? Il le verra. Il a fait sa demande? Il a fait sa demande. Et vous êtes sûr que c'est en bonne voie, il le verra? C'est en bonne voie. Et nous sommes convaincus que le président Laurent Gbagbo, il n'y a pas de raison qu'il n'accepte pas de voir affirmer ça. On n'arrive véritablement pas à comprendre dans ce qui se passe au Front populaire ivoirien, qui est le parti précurseur, on va dire, de la démocratie en Côte d'Ivoire, du multipartisme. Pourquoi aujourd'hui des problèmes sont réglés par voie de justice au Front populaire ivoirien entre des camarades qui ont mené un combat épique, qui ont dirigé le pays et qui aujourd'hui sont obligés de régler leurs comptes? Des problèmes internes devant la justice ivoirienne. Oui, c'est malheureux, mais justement parce que l'organe du Front populaire ivoirien qui devait pouvoir régler de façon, comment dire ça, de façon impartiale ces questions qui se sont posées à nous, cet organe-là
a dévié de ses fonctions. Et quelque part, c'est le comité de contrôle. Le comité de contrôle, voilà, qui n'a pas donc joué son rôle de juge. Parce que c'est ce qu'il faut savoir, parce que le comité de contrôle, en tant qu'organe de contrôle, est donc notre juge. Et son rôle essentiel, c'est de veiller à la conformité des actes que nous posons sur la base des textes fondamentaux du Front populaire ivoirien. Ok, on aura donc passé d'un trait sur la crise, on serait donc passé d'un trait sur la crise au FPI. Ce que je voudrais dire, madame la secrétaire générale, vous êtes secrétaire générale de, je répète toujours, l'une des tendances du Front populaire ivoirien, même si éventuellement on dit que c'est la faction légale, en rapport avec les autorités d'Abidjan bien sûr. Est-ce que vous avez l'impression aujourd'hui que le FPI s'oppose réellement au pouvoir du président Alassane Ouattara? Mais bien sûr, parce que nous, en tant qu'opposition, ce que nous faisons, c'est de critiquer les actes du pouvoir en place. Et donc, par exemple, le surendettement, par exemple, comment on appelle ça, le refus même du dialogue, comme nous, on le souhaite, le refus d'une volonté politique réelle pour la réconciliation de tous les Ivoiriens, la réconciliation nationale, etc., le refus d'engager des poursuites contre les responsables des crimes commis par le camp de Ouattara. Nous dénonçons tout cela, la gestion du pouvoir, la gouvernance, etc. Nous dénonçons cela. Oui, mais les gens disent que vous êtes plutôt dans un rôle d'accompagnement. Là, vous revenez de New York dans les valises de la ministre. Ah non, 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 je ne vous permets pas ça, frère. Je ne reviens pas du tout dans les valises, n'est-ce pas, de la ministre Anne Loto. Voilà, je vous ai dit qu'effectivement, elle a invité le Front populaire ivoirien. Et le président, oui, mais parce que les questions qui sont débattues nous intéressent aussi. Vous comprenez, il s'agit de la femme. Et le Front populaire également a un programme en faveur de la promotion de la femme. Donc pourquoi voudriez-vous que je refuse de participer, n'est-ce pas, à cette rencontre-là? Et puis il n'y avait pas que ça. À la faveur de cette rencontre, j'ai pu exposer, n'est-ce pas, notre problème à l'international socialiste. Parce que la présidente de l'international socialiste des femmes, elle était aussi à cette réunion-là. Vous comprenez? Il y a même la camarade camerounaise Chantal Kambouya qui était aussi là-bas et qui fait partie du présidium, n'est-ce pas, de l'international socialiste. Donc c'est pour tout cela que j'étais effectivement à New York, voyez-vous. Et donc mes frères de mission ont été entièrement pris en charge par le président, par le parti, par le Front populaire ivoirien. Donc je refuse qu'on dise que j'étais dans la valise de la ministre Anne Loto. 2015. Le FPI, 2015, année électorale en Côte d'Ivoire. Oui. On rentre dans un quinquennat électoral en Afrique. En 2015, le FPI fait quoi exactement? En 2015, la position du Front populaire ivoirien, depuis le début, c'est la reconquête du pouvoir d'État. Que ce soit la convention ordinaire, que ce soit à la convention extraordinaire, que ce soit, n'est-ce pas, au congrès qu'on avait prévu initialement pour décembre, mais qui aura lieu du 6 au 8 mai, c'est le même thème, c'est comment créer les conditions pour la libération du président Laurent Gbagbo et pour la reconquête du pouvoir d'État. Donc, disons que dans le principe, nous allons nous engager dans les élections générales qui auront lieu. Donc le FPI aura un candidat en 2015. Le FPI aura un candidat. Amis téléspectateurs, nous sommes dans la dernière ligne droite donc, de cet objectif direct. Madame la secrétaire générale, nous avons juste deux dernières questions à vous poser. L'avant-dernière question de cette émission, donc, qui est exceptionnellement assez raccourcie aujourd'hui, compte tenu de votre emploi du temps assez surchargé. Que pensez-vous aujourd'hui, vous, en tant que responsable politique, des velléités du changement constitutionnel dans les pays africains, souvent à l'approche des élections? On apprend qu'il y a pratiquement 15 articles de la Constitution ivoirienne, si vous me donnez l'info, bien je vous la donne, c'est selon bien vous annoncez la mienne, qui seront soumis par voie
de discussion à l'Assemblée nationale pour être amendé. Tout à fait. Alors je voudrais dire que c'est regrettable que nous assistions, n'est-ce pas, à ce genre de choses-là, de manipulation de la Constitution à la veille des élections en Afrique. Et effectivement, moi aussi, j'ai eu dire qu'il y aurait un amendement du Code électoral en son article 54 pour permettre par voie parlementaire, permettre, n'est-ce pas, au candidat Alassane Ouattara d'être candidat. Pour le moment, c'est un projet. Au niveau du Front populaire ivoirien, on a pris des spécialistes pour faire cette analyse-là. Et le moment venu, nous dirons effectivement... Donc vous attendez le point de vue des spécialistes ou bien vous pouvez tout de suite dire qu'Alassane n'est pas éligible? Alassane, il a le droit d'être candidat en 2015? Il a le droit d'être candidat. Maintenant, il faut que nous puissions étudier cela en conformité, n'est-ce pas, de nos lois. En Côte d'Ivoire, il y a ce qu'on appelle communément la justice des vainqueurs. Et c'est par là que nous terminons. On reçoit d'un procès éprouvant, donc pour vous, pour le FPI en assise, ou des condamnations parfois très lourdes ont été prononcées. Le fameux procès Simone Gbagbo et 82 co-accusés. Un mot là-dessus avant que nous... Très bien. Nous disons que nous avons été déçus de ces assises-là. Pour nous, c'est une mascarade. Parce que les assises... veulent dire que ceux qui accusent viendront avec des preuves matérielles. Et tout au long de ce procès-là, on n'a jamais pu apporter la preuve, n'est-ce pas, matérielle de ce qu'on reproche aux accusés. Et donc, nous disons que c'est un procès politique et que les verdicts qui ont été donnés également, ce sont des verdicts politiques. Nous avons regretté cela. Pourquoi? Parce qu'effectivement, il n'y a qu'un camp. Or, tout le monde sait que ce qui s'est passé en Côte d'Ivoire, ça a été une guerre civile. Et ce n'est pas Gbagbo qui a attaqué, mais c'est le régime du président Gbagbo qui avait été attaqué. Si c'est une guerre civile, ça veut dire qu'il y a deux camps qui se sont affrontés. Mais pourquoi depuis là, malgré les résultats de la commission dite indépendante mise en place par le pouvoir, pourquoi c'est un seul camp qui est poursuivi? Ça, c'est la première. Et c'est pour cela que nous parlons effectivement d'une justice des vainqueurs. La deuxième chose, nous avons dit que cette justice-là puisse effectivement s'inscrire dans une volonté de réconciliation nationale. Malheureusement, nous disons que non, ce n'est pas du tout ce qui a été privilégié par le pouvoir. C'est toujours dans sa logique, n'est-ce pas, d'approfondir le fossé qui sépare déjà les Ivoiriens, parce qu'on veut à tout prix qu'il y ait deux catégories d'Ivoiriens, une catégorie de victimes, une catégorie de bourreaux, etc. Donc nous disons non, et que si le pouvoir ne se départit pas de cette vision-là, jamais on ne pourra se réconcilier. Voilà ce que je puis dire. Et donc c'est pour cela que le Front populaire ivoirien a fait effectivement une déclaration pour condamner, n'est-ce pas, ces verdicts-là, par rapport à la première dame et par rapport aux autres, et également apporter le soutien. Mais nous disons que malgré cela, il faut que nous puissions créer les conditions d'une vraie réconciliation nationale où Laurent Gbagbo doit être présent. Parce qu'on ne peut pas faire la réconciliation nationale en Côte d'Ivoire sans le président Laurent Gbagbo. Donc voilà ce que je puis dire sur cette question-là. Les spectateurs, vous qui nous suivez sur les chaînes partenaires et amis du web, nous étions avec Agnès Monet. Elle vous a décliné son CV qui comporte beaucoup de ex à des postes de responsabilité parce que justement, son parti a perdu le pouvoir en Côte d'Ivoire suite à une crise post-électorale débouchant sur une guerre en 2010. On a été content, sous la caméra de Pierre Tau, d'être avec elle et d'échanger sur divers points d'actualité, notamment sur la crise dans son parti. Bonsoir à Douala, bonsoir à Abidjan, bonsoir à Yaoundé, bonsoir à Bamako. De petites direct, prochaine émission très bientôt. Si on a un spécial, on sera toujours là pour vous. Sachez tous les Africains que le 11 avril 2015 à Paris, à partir de 13h à l'avenue Victor Hugo, une grande marche de protection et de défense des constitutions africaines aura lieu et évidemment, on sera là pour suivre cette marche. Madame la SG, très bien. Vous repartez merci à Abidjan beaucoup. Demain. Demain? Oui. D'accord, merci. Merci pour le travail que vous faites et qu'on puisse avoir des cadres de discussion, de précision, d'information pour que les uns et les autres puissent effectivement apprécier ce qui se passe au sein du Front populaire. Bonsoir. Bonsoir. Merci.
réalisé.